Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mais prêtez-y attention parce que cette fois, il se pourrait bien que quelqu'un nous observe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans D'Explorer, avec aujourd'hui le retour de notre marginal préféré du système hollywoodien, le retour de l'expérimentateur fou de Los Angeles, j'ai nommé Steven Soderbergh. Steven Soderbergh qui est un cinéaste dont je dois avouer que je me sens pas mal proche. Non pas parce que je me considère aussi talentueux que lui, absolument pas, mais simplement parce que c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Et aimer le cinéma, ça veut dire aimer prendre des risques. Ça veut dire n'en avoir rien à foutre. Et la carrière de Steven Soderbergh se résume un petit peu à cette complaisance dans le je m'en foutisme. Pour un rapide petit curriculum vitae de ce metteur en scène, on parle de quelqu'un qui, à 25 ans, obtient la Palme d'Or, plus jeune cinéaste de tous les temps à avoir obtenu la Palme d'Or pour Sexe, mensonge et vidéo, qui ensuite, donc sortant de cette espèce de couronnement du cinéma d'auteur, va nous pondre des énormes succès commerciaux que sont les Ocean's 11, Ocean's 12, et qui ensuite, non content d'avoir donc gagné les deux games, le game du divertissement et le game du cinéma d'auteur, va partir dans une espèce de frénésie d'expérimentation. Voilà, donc il va tourner des films à l'iPhone, par exemple, voilà, et puis il va se frotter à tous les genres, à peu près, possibles. Et il lui manquait un genre. Voilà, il s'est dit, bon, j'ai pas fait le tour encore. La liste n'est pas encore suffisamment exhaustive, mon curriculum vitae n'est pas encore suffisamment rempli. Donc, je vais vous pondre un petit film d'horreur. Voilà, un petit film d'horreur tourné dans le plus grand secret, en l'espace de 3 semaines pour 2 millions de dollars, tourné avec un appareil photo, un Sony A9 III. Parce que il est comme ça, Steven, d'accord ? Il en a rien à faire, il en a rien à foutre. Et puis, s'il a envie de faire un film d'horreur, ce sera un huis clos tourné intégralement du point de vue du fantôme, parce qu'il est comme ça, Steven. Il t'emmerde, Steven. Il est là pour expérimenter, il est là pour essayer des choses, et ça fait un bien fou. Moi, je considère vraiment que Steven Soderbergh, dans le paysage hollywoodien des auteurs vraiment confirmés, parce qu'il est très confirmé, c'est un peu une soupape d'oxygène à lui tout seul. C'est quelqu'un qui me met dans un état de joie à chaque fois qu'il annonce un projet, parce que il n'a pas peur. Il n'a pas peur de se planter. Il n'a pas peur de se frotter à des défis qu'il n'est pas certain qu'il puisse relever. Il s'en fout, il essaye. Il sait pas si on peut vraiment faire un film complet tourné à l'iPhone. Il s'en fout, il le fait. Il essaye. Il est toujours pionnier, si vous voulez, dans l'exploitation, en particulier des nouvelles technologies, quelque chose à laquelle il accorde beaucoup d'importance, parce qu'il adhère à cette philosophie que le cinéma est un art mécanique, c'est-à-dire que c'est un art qui dépend d'une technologie et qui évolue avec elle, que les nouvelles technologies, le numérique, les smartphones, les appareils photo, etc., induisent une nouvelle manière de filmer et de penser l'image, et lui, c'est pas du tout quelque chose qu'il regarde de loin, c'est quelque chose qu'il embrasse totalement, c'est quelque chose qu'il intègre à sa mise en scène, et c'est quelque chose de... c'est un signal formidable qui est envoyé à tous les aspirants et les aspirantes cinéastes, parce que quand tu regardes un film de Steven Soderbergh, moi ça m'avait vachement fait ça pour son film qu'il avait tourné à l'iPhone dans un hôpital psychiatrique, je crois que ça s'appelait Insane, quelque chose comme ça. C'est un message formidable parce que toi, quand t'es un jeune cinéaste, aspirant cinéaste, metteur en scène, que tu fais des courts-métrages dans ta chambre, tu te sens pas légitime. Tu vois, t'as toujours cette espèce de complexe d'infériorité, de te dire mais moi j'ai pas une caméra comme ça, moi j'ai pas le matériel pour faire ça, moi j'ai pas les mêmes lumières, etc. Et voir un metteur en scène ultra confirmé, encore une fois, qui se risque à ça, qui essaye et qui le fait avec une technologie que théoriquement moi je possède, c'est quelque chose de merveilleux. C'est encore une fois un message formidable et c'est très inspirant. Et donc lorsque je disais que je me sentais proche de Steven Soderbergh, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me fait me sentir proche de lui. Je trouve que Steven Soderbergh fait partie de ces rares personnes qui s'adressent aux aspirants cinéastes du monde entier pour leur dire « Vous aussi, vous pouvez le faire, en fait. Vous aussi, vous pouvez le faire et faites-le. Faites-le parce que moi, je le fais. Alors évidemment, je m'appelle Steven Soderbergh, donc je peux faire plein de trucs, mais regardez Presence.
Moi, je veux faire un film de fantôme, bah je le tourne à l'appareil photo dans une maison avec 4 comédiens. Et ça marche, et c'est réussi, et c'est ce qu'on va analyser dans cet épisode, bien sûr. Avec quand même une petite remarque à faire avant d'entrer plus dans le détail du film, maintenant qu'on a parlé de Steven Soderbergh et de la place particulière qu'il occupe à Hollywood et dans mon petit cœur à moi, Clément qui vous commente ses films au travers des différents épisodes de d'Explorer, je me disais que je me sentais proche de lui. Je pensais pas que c'était à ce point-là, parce que j'ai un petit aveu à vous faire, et je vous jure que c'est vrai, je vous prie de me croire sur parole. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans à peu près, j'ai écrit un court-métrage qui reprenait exactement le même concept. Voilà, donc j'ai essayé de le monter, ce court-métrage, c'était un film de fantôme qui était tourné du point de vue du fantôme, exactement comme Presence de Soderbergh, et le film s'est pas fait pour tout un tas de raisons, autant financières que humaines, etc. Enfin bref, c'était un projet quasiment mort-né, en gros, lors de la pré-production. Et lorsque j'ai vu la bande-annonce de Presence, lorsque j'ai lu cette ligne de concept qui nous dit on fait un film d'horreur de fantômes entièrement tourné du point de vue de l'esprit, ça m'a fait mal, ça a fait mal à mon petit cœur d'aspirant cinéaste, parce que je me suis dit putain le salaud, non seulement il a eu la même idée que moi, mais lui l'a fait, et donc évidemment bah, je peux plus faire mon scénario à moi, parce que tout le monde dirait que c'est du copier-coller, quoi, que ce serait un plagiat de Presence de Soderbergh, et donc du coup je ne le ferai pas, hein, je suis beau joueur, Steven m'a battu, il a été plus rapide que moi, mais bon voilà, c'est quand même assez inédit je trouve comme sentiment, de vivre ça, de se dire putain il y a un metteur en scène qui est beaucoup plus talentueux, qui a beaucoup plus de renommée que moi, qui a eu la même idée, qui l'a fait, et qui en plus l'a parfaitement réussi, parce qu'on va pouvoir maintenant aborder le film, et Presence est un film très réussi. Donc voilà, j'ai un peu les boules. Voilà, j'ai un peu les boules quand même, je vous l'avoue en commençant cet épisode. Mais bon, voilà, ça prouve ce que je vous disais en début de podcast, à savoir que bah, je me sens vraiment proche de Steven Soderbergh, et que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi proche, voilà. Mais il faut dire que cette proximité, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse, elle naît aussi d'un amour que l'on peut partager, lui et moi. Vous avez vu le niveau de relation parasociale quand même dans cet épisode, c'est-à-dire que je parle à Steven Soderbergh comme si on était amis, alors qu'il ne me connaît pas, qu'il n'a jamais entendu parler de moi et qu'il n'entendra probablement jamais parler de moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est aussi la fictionnalisation de la critique, du discours critique. Je pense que lui et moi, une autre raison pour laquelle on est très proches, c'est parce qu'on adore tous les deux les films à concept. Voilà, moi c'est quelque chose dont je me suis jamais caché, hein, dans mes tops de fin d'année, je défends toujours des films à concept, je défends toujours des films qui expérimentent quelque chose, qui ont une proposition de mise en scène assez couillue, en tout cas, enfin voilà, je sais pas comment vraiment le résumer autrement, qui essayent vraiment artistiquement quelque chose de particulier, qui peut déranger, qui peut poser problème à certains spectateurs. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi, et je pense que Soderbergh a cette même passion. Et la preuve en est, c'est qu'il fait tenir finalement tout son film, Presence, sur cette simple idée, qu'il y a un fantôme dans une maison, il y a une famille qui emménage, et on va suivre l'interaction entre cette famille et cette entité du point de vue du fantôme. Donc voilà, donc ça se résume, ça s'incarne de façon très simple, hein, dans la mise en scène, c'est-à-dire que nous avons une caméra qui est montée, je pense, sur un Ronin, donc c'est-à-dire une Steadicam en gros pour appareil photo, pour aller très vite. On a un grand angle qui déforme un peu la vision, donc on n'est pas au stade de l'ouverture d'un œil humain, mais on est plus large, donc probablement un 18 mm, je dirais, ou un 14 même, et on se balade, quoi, voilà, avec des lignes déformées, une caméra qui est à hauteur d'œil humain. Donc du coup, pareil, très intéressant ça, dans l'incarnation et la personnification. Une caméra donc qui se balade au milieu des personnages, et une caméra qui est incarnée dans le récit, puisque c'est un fantôme. C'est un fantôme qui hante les personnages, ce n'est pas caché, ce n'est pas un spoil. Voilà, c'est assumé dès le départ, hein, qu'il s'agit vraiment d'un fantôme. Et une fois qu'on a dit ça, il y a deux réactions. Il y a le fait d'être intrigué, évidemment, par la proposition, parce qu'on se dit « Ah putain, c'est intéressant ». Voilà, pareil, concept, hein, qui tient en une phrase. On fait un film de fantôme tourné du point de vue du fantôme, ce qui n'a pas été fait déjà, je crois, en tout cas pas en point of view, c'est-à-dire que là, on ne voit jamais le fantôme, en fait, nos yeux sont ceux du fantôme, parce qu'on pourrait penser au film Les Autres, par exemple, mais c'est un peu différent, dans Presence.
Et on se pose tout de suite une question avec ce genre de concept un peu unilatéraux, parce qu'une fois qu'on a compris que tout le film sera mis en scène de cette façon, c'est toujours un peu le piège du film à concept. Est-ce que le concept tient véritablement sur la longueur ? Ce qui est une interrogation qui est tout à fait légitime. Et plus généralement surtout, est-ce que le film a quelque chose de plus à nous offrir que son concept d'origine, ou est-ce que vraiment la seule proposition du film c'est ça ? Et si c'est le cas, on va rapidement s'emmerder, même si le film ne dure qu'1h25, une fois que t'as fait le tour d'une mise en scène que tu peux incarner dans un court-métrage, ce qui était mon cas, Steven, rends-moi mon idée s'il te plaît. Tu te dis, mais est-ce que ça tient vraiment sur un long, en entier ? Et la réponse à cette question est très clairement oui. Voilà, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Le film déploie véritablement son concept tout au long du métrage, et il le fait de façon intelligente et en même temps un peu déceptive. Je m'explique. On nous vend, avec Presence, un film de fantôme, donc tourné du point de vue du fantôme. Et nous, comme on est bêtes, ou en tout cas comme les distributeurs, les marketeurs nous considèrent comme des idiots, lorsqu'on fait un film de fantôme, on le markete comme un film d'horreur. Ce qui est quasiment toujours le cas, il faut dire. Il y a vraiment une segmentation commerciale du film de fantôme dans la création de films de ce type par l'industrie du cinéma. Voilà, c'est segmenté, un film de fantôme, ça doit faire peur, point. Et donc, Presence c'est vendu comme ça, avec le truc donc un peu le petit twist, on va dire, qui est que on est dans les yeux du méchant. Voilà, donc en fait c'est un film de fantôme un peu comme Halloween de Carpenter, où on va être, c'est vrai, si vous avez vu Halloween au début du film, on est dans les yeux de Michael Myers, et donc voilà, on a le petit frisson d'excitation, parce que malheureusement, il se trouve que lorsqu'on vend un film, on ne peut pas le vendre sans le rattacher à quelque chose qui lui préexiste, et sans décevoir potentiellement les spectateurs qui se seraient déplacés pour voir un film d'horreur avec Presence, ce que Presence n'est pas. Voilà, ça je comprends que certains spectateurs, certaines spectatrices aient été déçus. Presence n'est pas vraiment un film d'horreur, au sens où, à mon sens, ce n'est pas un film qui est conçu pour faire peur. D'accord ? Et puis il se trouve que le concept, moi j'ai toujours un peu de mal à me dire, et c'est là où je comprends vraiment pas la décision de l'avoir positionné comme ça, comme un film d'horreur. Quand t'es dans les yeux du méchant, t'as pas peur, parce que le principe d'un film d'horreur, c'est que tu as peur que le méchant te fasse du mal. Si tu es le méchant, comment est-ce que tu pourrais avoir peur ? Mais bref, après tout, je ne suis pas dans le marketing du cinéma, donc peut-être que je dis des conneries plus grosses que moi, mais le fait est que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que passé ce petit haussement de sourcil déceptif de départ, il se trouve que Presence tient son concept et le déploie dans une direction qui n'est pas nécessairement celle qui était attendue, ce qui rend le film d'autant plus surprenant, à savoir que Presence est une tragédie familiale. Et je dois vous avouer que je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Si je dois vous décrire du mieux possible, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu le film, à quoi ressemble Presence au niveau des scènes qui sont présentes, c'est la première partie de Hérédité, de Ari Aster. Vous savez, dans ce très bon film d'horreur, il y a une jonction entre les deux parties du film avant que l'on bascule véritablement dans le fantastique. Dans la première partie du film, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus proche de la tragédie, du drame familial, comme on sait très bien le faire dans le cinéma européen, et que Ari Aster parvient parfaitement à faire, et c'est un petit peu dans cette direction-là que s'oriente Presence, c'est-à-dire que c'est un film de fantômes, il y a des fantômes dans cet univers, le fantôme va interagir avec les personnages, etc., etc., mais le pilier narratif principal du film, c'est une tragédie familiale. Et là où Soderbergh est un petit malin, encore une fois, c'est qu'il nous fait pas un film, un drame familial horrifique, comme le font les Américains. Voilà, parce que les Américains, on le sait, on le dit tout le temps en France, et on a bien raison, parce qu'on a toujours raison, nous qui sommes français, les Américains, ils sont très puritains. Ils sont puritains sur la question de la sexualité, ça on en a parlé avec le cas de Baby Girl, le film précédent, qu'on a abordé dans d'Explorer, mais ils le sont avec tout un tas d'autres choses en ce qui concerne les valeurs, et particulièrement les valeurs de la famille. C'est-à-dire que vous avez une espèce de légende urbaine aux États-Unis, on l'a évidemment aussi en France, mais c'est très ancré aux États-Unis, que le cercle familial est le seul cercle qui compte.
d'accord? Que le cercle familial est un cercle parfait, qu'il faut revendiquer comme étant parfait. On fait des photos de famille qu'on envoie à tout le monde pour dire regardez à quel point on est une famille parfaite, regardez à quel point notre cercle familial est pur, etc. etc. Et Soderbergh, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une tragédie familiale très très éloignée des petits canons du cinéma hollywoodien habituel, puisque c'est une famille extraordinairement dysfonctionnelle, déjà d'une part, parce que tout le monde se déteste dans cette famille, le père, la mère, les enfants, enfin bref. Et ils se détestent d'une façon qui est éminemment réaliste, c'est-à-dire que ils savent que, étant une famille, ils sont un peu obligés d'être soudés les uns aux autres, etc. Que quand on est une vraie famille, on ne dit pas ce genre de choses à son frère, etc. Voilà. Mais en même temps, ils sont d'une cruauté extraordinaire entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant avec le film, et c'est là où moi je suis pas d'accord pour dire que c'est pas du tout un film horrifique comme on peut le lire dans des critiques très acerbes à l'encontre du film. Certes, l'objet horrifique principal, ce ne sont pas les fantômes, mais par contre, il y a des scènes de torture et de cruauté psychologique dans ce film qui relèvent pour moi du film d'horreur, et qui sont liées justement à cette famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire que ce que nous raconte Presence, c'est comment, lorsqu'une famille ne s'aime pas, et que, au nom de la sacro-sainte unité familiale qu'il faut préserver, les membres de cette famille finissent par s'entretuer. Et c'est véritablement à ça que l'on assiste dans le film. Et nous avons des scènes, moi il y a beaucoup de scènes dans ce film qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise, mais qui ne sont pas liées tant à l'action du fantôme en elle-même, mais à la manière dont ces gens se parlent, à la manière dont ces gens ont un rapport parfois à la limite de l'inceste les uns avec les autres. C'est notamment le cas de la mère, par exemple, qui très clairement préfère l'un de ses enfants à l'autre, hein, au point où ça devient limite gênant à observer, même pour l'enfant en question. À quel point est-ce qu'on peut avoir un couple de parents qui fait semblant de s'aimer, alors que de toute évidence ils ne s'aiment plus, et que ce mensonge, personne ne l'admet, mais que paradoxalement tout le monde est au courant. Et le film, si vous voulez, est véritablement construit dans une succession de scènes de ce type qui finissent par donner à l'ambiance générale du métrage une atmosphère très oppressante, mais pas pour des questions fantastiques, pour des questions de putain, mais en fait, ce cercle familial soi-disant parfait, soi-disant si important, bah lorsqu'il est dysfonctionnel, il devient un instrument de torture, à la fois pour les bourreaux et pour les victimes. Mais pour que nous soit communiqué à nous, spectateurs, la détresse de ces personnages et la violence psychologique de certaines de ces scènes, cela n'est possible évidemment que si nous avons des comédiens exceptionnels aux manettes, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, et notamment les deux petits jeunes qui en sont au tout début de leur carrière, puisque nous avons Lucy Liu qui porte le film, qui joue la mère de famille, on a des performances de haut vol dans ce film. Et c'est d'autant plus difficile que la construction du film, on en revient au concept de mise en scène, que l'on va commencer à analyser dès à présent, le film n'est tourné qu'en plan séquence. Parce que le point de vue qui est choisi, et qui est respecté tout au long du film, c'est que le fantôme est là, présent dans la pièce. D'accord ? Comme si nous y étions, nous, spectateurs, présents dans cette pièce. Et donc, lorsqu'on vit une scène, dans la vraie vie, on la vit dans son intégralité. Donc, les acteurs doivent jouer très longtemps. Il y a des scènes qui sont extrêmement longues dans le film, et qui sont construites vraiment de façon très intelligente, de façon très subtile, où ça monte en tension dans les échanges entre les personnages au fur et à mesure, et sans jamais, si vous voulez, à l'exception de la fin, mais je ne vais pas vous divulgacher la fin du film, qui pour moi est assez réussie, mais tout au long du film, on a quelque chose de très subtil et de très réaliste, si vous voulez. On va pas dans l'exceptionnel. On sent vraiment que la manière qu'a cette famille de dysfonctionner pourrait tout à fait se produire dans n'importe quelle famille. Et ce sentiment de proximité-là, qui nous est offert par l'intensité de la performance des comédiens et par ce choix, encore une fois, de privilégier la succession de plans-séquences, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène, je crois bien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène dans le film qui a des coupes. En fait, chaque coupe est nécessairement une ellipse. Donc le travail du temps est primordial, et ce temps
permet à la fois aux comédiens de pouvoir déployer l'étendue de leur jeu, c'est quelque chose de très respectueux qui est fait à mon avis de la part de Steven Soderbergh, mais ça permet aussi de construire des scènes dans la durée, et ça permet surtout au spectateur de s'impliquer dans la scène, puisqu'il a le temps de se laisser glisser dans ces rapports toxiques, violents et cruels qu'ont les personnages les uns envers les autres. Et c'est toujours quelque chose de génial lorsque un cinéaste ou une cinéaste place le spectateur dans la temporalité même du récit, avec notamment la question du plan séquence, ou s'il faut que ça dure, et ça durera aussi longtemps qu'il le faudra, même si tu es mal à l'aise, même si tu es dérangé profondément par ce que tu regardes, etc. etc. Et tout ça, ça permet de révéler ce qu'est, à mon sens, la démarche première du film, qui est de questionner la notion de voyeurisme. En fait, tout simplement. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'épisode précédent, on parlait évidemment de la question du voyeurisme dans Baby Girl, parce qu'il était question de l'intimité sexuelle des personnages, et de comment est-ce qu'un spectateur devait se placer par rapport à ce type de scène. Mais là, ce qui est tout à fait fascinant dans Presence, c'est à quel point ce voyeurisme est poussé, à travers justement le plan séquence, parce que non seulement on assiste à des scènes d'intimité, mais on y assiste dans tout le détail, dans toute la durée, avec un regard qui ne devrait pas être là, qui est rendu possible uniquement par la présence surnaturelle. Et ce que ça m'a évoqué comme réflexion, c'est que on avait dit dans l'épisode sur Baby Girl que à partir du moment où, dans un film, vous abordez l'intimité des personnages, le cinéma ne peut être que voyeuriste. Un film qui ne serait absolument pas voyeuriste, en fait, ça existe assez peu. Parce que le dispositif même de l'art est voyeuriste, puisqu'il faut raconter l'intimité des personnages. Une intimité à laquelle, normalement, dans la vraie vie, nous n'avons pas accès. L'art est toujours un dévoilement. Et le dévoilement, lorsqu'il est forcé, puisque les personnages ne sont pas consentants pour qu'on accède à cette part de leur intimité, l'art est donc toujours plus ou moins voyeuriste. Mais là où c'est fascinant, c'est que non seulement Soderbergh le sait ça, et l'assume tout à fait au long du film, et ça lui permet de déployer l'horreur familiale, mais surtout, il revendique ça d'autant plus que qu'y a-t-il de plus voyeuriste qu'un fantôme ? En réalité, le fantôme est une figure de l'imaginaire ou réel si on y croit, qui est quelque chose de fondamentalement voyeuriste. Il n'y a rien de plus voyeuriste qu'un fantôme. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aimerais soumettre à celles et ceux d'entre vous qui écoutent cet épisode et qui croient aux fantômes. C'est une vraie question, hein. Il y a une pointe d'ironie, mais c'est quand même une question que je me pose. Quand vous avez des rapports sexuels, si vous croyez aux fantômes, ça veut dire que vous arrivez à avoir des rapports sexuels en imaginant qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui vous regarde. C'est plus ou moins la première chose à laquelle je pense, c'est-à-dire que vous vous en foutez. De fait. Parce que vous admettez que votre condition à vous d'être humain qui croyez aux fantômes, c'est que vous êtes observé en permanence. Nous sommes bien d'accord, hein ? Qu'il y a toujours plus ou moins quelqu'un ou quelque chose qui vous regarde, quel que soit le truc que vous êtes en train de faire. C'est très angoissant comme expérience de vie. Et je pense que c'est quelque chose, des questions que Steven Soderbergh a dû lui aussi se poser, parce qu'il se trouve, parce que j'ai fait mes petites recherches, hein, comme d'habitude, il se trouve que sa mère, à Steven Soderbergh, était parapsychologue. Donc sa mère travaillait, enfin elle était médium en gros si vous voulez. Donc sa mère, il était lui en permanence en contact avec cette idée du voyeurisme, avec cette idée qu'il était observé en permanence. Et là où je trouve ça brillant, c'est que Soderbergh, lui qui est passionné de cinéma et qui vit dans un environnement passionné de fantômes, à travers sa mère, etc., qui en plus, d'après lui, recevait chez eux, parce que son cabinet était chez eux, donc il était plus ou moins en permanence en contact avec des gens qui croyaient aux fantômes, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un parallèle avec le cinéma. Et il l'a intégré dans le film. Parce que, évidemment, le point de vue du fantôme dans Presence, en fait, c'est celui du spectateur. Le spectateur de cinéma existe dans ce film, grâce au point of view. Un point of view qui n'a pas de corps, je veux dire. C'est-à-dire que nous, spectateurs, pouvons tout à fait imaginer que ce que nous voyons, c'est notre regard à nous.
Il n'y a pas un corps, par exemple, vous savez, comme dans les FPS, dans les jeux vidéo, avec des bras et des mains, où on sait qu'on n'a pas des muscles comme ça, on sait qu'on n'a pas cette couleur de peau, donc on sait que c'est pas nous. Là, il n'y a rien de tout ça, si vous voulez. Il y a un travail du point de vue qui est tellement minimaliste que n'importe qui peut se projeter dans ce qui est regardé. Et le concept même du film fait que le rôle du spectateur est intégré à la narration. Moi, spectateur clément, lorsque je regarde ce film, le regard qui m'est offert est celui du fantôme, mais comme ce fantôme n'a pas de corps, bah c'est mon corps en fait. Je suis, moi, spectateur, partie intégrante du récit. J'existe dans le film, j'ai une place dans le film. C'est-à-dire qu'à mon avis, Presence est un film qui en fait est construit non pas sur la présence d'un esprit, mais sur une absence de quatrième mur. Permanente. Il n'y a pas de quatrième mur dans ce film. Et à mon avis, le tour de force conceptuel du film, il est là. Il n'est pas dans le point de vue d'un esprit supposé, etc., auquel moi, spectateur, je ne pourrais pas adhérer. Il n'y a pas d'esprit. Ou en quelque sorte, l'esprit, c'est moi. Le spectateur vient lui-même hanter le film. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait génial d'un point de vue de l'écriture, c'est que lorsque le fantôme fait des actions, ce sont des actions que nous, spectateurs, on aurait effectivement eu envie de faire. En tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être à 100% d'accord, entre guillemets, avec ce que faisait le fantôme. Donc c'est comme si c'était moi, spectateur, qui agissais sur le film. Soderbergh, à mon avis, avec ce film, a poussé une nouvelle forme de cinéma qui est, en quelque sorte, la notion de film interactif. Ce film est un film interactif. Alors il l'est pas directement, évidemment, parce qu'on ne peut pas toucher l'écran. Enfin, en tout cas, j'ai pas essayé, peut-être que j'aurais été sorti de force de la salle, je vous dirai la prochaine fois. Mais c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le spectateur est cette présence fantomatique. Le spectateur veut intervenir sur les scènes, et lorsqu'il le souhaite, parce que le récit l'a conditionné à en avoir envie, alors le fantôme agit. Donc nous avons l'impression d'agir sur l'histoire. Et tout ça, qu'est-ce que ça permet simplement au-delà du tour de force conceptuel de se branler la nouille sur la notion de mise en abîme et de quatrième mur, et bah ça permet tout simplement d'être d'autant plus investi émotionnellement dans le film. Et donc, de le vivre avec d'autant plus de force. C'est génial comme idée. Nous sommes donc, chers amis, face à un film à concept, mais dont le concept ne se substitue à aucun moment à l'émotion, mais qui, tout au contraire, est mis à son service et permet de la démultiplier. Donc, eh bien, je ne peux en arriver qu'à une seule conclusion, à savoir que ce film, c'est encore une belle réussite de celui que maintenant on va bel et bien devoir appeler Monsieur Steven Soderbergh. Non, vraiment, je veux dire, c'est très malin de faire ça comme ça. Et là, ce que je vous ai dit sur la notion d'absence de quatrième mur, sur le fait qu'en fait le fantôme c'est nous, etc., bah, c'est quelque chose d'à la fois théorique, parce que dans le film ça n'existe pas évidemment ce que je dis, c'est une manière d'analyser le rapport que moi, spectateur, j'ai entretenu à cette image particulière qui est une image de point of view, mais c'est surtout ludique en fait. Et in fine, c'est ça que je préfère chez Soderbergh, au-delà du fait qu'il est malin, qu'il est intelligent, qu'il questionne mon point de vue sur l'histoire à travers la manière dont tout ça est filmé, ce qui est la base de la mise en scène évidemment, c'est que c'est quelqu'un qui s'amuse, tout simplement. Et cet amusement-là, bah, il me l'a transmis parce que quand je suis sorti de la salle, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est tout simplement d'écrire un film et de le réaliser. Et je le remercierai jamais assez de continuer à nous partager cette joie. Et surtout de le faire sans vraiment de prétention, parce que, je veux dire, 2 millions de dollars de budget aux États-Unis, c'est comme s'il avait tourné le film gratos. C'est comme si, enfin voilà, c'est limite amateur ce qu'il nous a fait. Et pourtant, c'est une réussite. Et pourtant, ça vaut le coup. Donc, allez voir Presence. Appréciez cette histoire qui, moi, personnellement, m'a prise aux tripes. En tout cas, j'ai vraiment eu des scènes où je me suis dit « Waouh !» C'est vrai qu'on peut hérisser le poil et glacer le sang sans avoir besoin de fantastique. Et si vous aimez le cinéma et vous posez des questions dessus, bah je pense que ce point de vue bien étrange d'un fantôme qui observe tout ça ne pourra que vous séduire. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager l'émission, à lui mettre une bonne note sur les différentes plateformes de streaming. Si vous écoutez sur YouTube, à mettre un j'aime, un commentaire, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.